Tout le monde a une caméra de nos jours, parfait pour les vidéos de famille, mais pas vraiment pour les petits copains qui s'amusent à filmer les ébats. Selon moi, les gens devraient faire très attention à ne pas se faire photographier quand ils batifolent. Faut pas filmer ça. C'est pourtant ce qu'a fait le chanteur de R&B, Ray J. Apparemment, pendant leurs vacances à Cabo, lui et sa copine Kim Kardashian s'ennuyaient un peu. Alors, ils ont fait un film. Je suis ébahie que les gens, surtout les célébrités, autorisent d'autres gens à filmer leurs ébats. La cassette de Kim et de Ray J se retrouve mystérieusement entre les mains de la société de films pour adultes Vivid Entertainment qui l'achète pour $1 million. Les films porno se vendent aussi bien que les autres films. On en parle peu, mais ils rapportent beaucoup. Kim tente d'empêcher la distribution, mais en vain. Elle se dit blessée et gênée. Ray J confie lors d'une interview qu'il n'a rien à voir avec la vente de la cassette, même s'il se vante de la visionner de temps en temps, mais seulement pour voir s'il peut améliorer sa performance. Pire encore que Ray J, le mannequin star de la télé-réalité irlandais, Callum Best est le nouvel amant de Lindsay Lohan en 2007. Les paparazzi les voient passer l'hiver à Londres, puis le printemps à New York et aux Bahamas. Mais moins de 3 semaines plus tard, Callum est pris en flag. Le grand film érotique de Callum n'implique même pas Lindsay. Il a été secrètement filmé mi-nu dans une chambre d'hôtel à Londres en train de sniffer de la cocaïne avec 2 prostituées. Pour Callum, c'est la douche froide. Il témoigne. Quand on m'a filmé en petite serviette en train de sniffer de la cocaïne sur le corps d'une prostituée, j'ai touché le fond. Ça m'a ouvert les yeux. On ignore si Lindsay fréquentait encore Callum à ce moment-là, mais on ne les a jamais revus ensemble. Ce qui nous amène au pire voyeur de tous, Rick Salomon. Il a non seulement filmé, il a aussi vendu la cassette, a tout avoué et s'est fait une petite fortune. Au début du siècle, quand Paris Hilton n'était encore qu'une riche fêtarde et avant que Rick ne soit marié à Shannon Doherty, Paris et Rick sortaient ensemble. Leur relation consistait entre autres à se filmer en train de folâtrer. Les gens filment leurs exploits sexuels, ils adorent ça. Mais d'habitude, ils mettent la cassette en lieu sûr. Ils la cachent chez eux. En 2003, des passages du film sont diffusés sur Internet. Au dire de Salomon, la cassette lui a été volée. On ignore qui a transmis l'enregistrement sur la toile, mais Salomon jure que ce n'est pas lui. Il a prétendu ne pas avoir transmis les 40 premières secondes. Mais une fois la vidéo sur le net, impossible de faire marche arrière malgré les efforts de Rick et Kathy Hilton. Les parents de Paris tentent d'empêcher la diffusion, mais les choses empirent lorsqu'ils affirment dans le New York Post que Paris est la victime et que Rick a agi illégalement. Ils ont dit que j'avais couché avec une mineure, incapable de réfléchir à ce qu'elle faisait. Pour Rick, la seule façon de se disculper est de publier la vidéo lui-même, prouvant ainsi que Paris n'a été ni contrainte ni forcée. Sans la cassette, ma vie aurait été foutue. Et tant qu'il y est, Rick ajoute 18 minutes supplémentaires de film en couleur, ainsi que des introductions et un joli packaging. Non seulement c'est un film de lui et de Paris en train de faire l'amour, mais il présente aussi les différentes scènes. Il crée un vrai DVD. Résultat, Paris est propulsé sous le feu des projecteurs et Rick en tire une certaine notoriété. Finalement, Paris ne peut freiner l'esprit d'entreprise de son ex-amant. One Night in Paris a eu un succès immédiat. Salomon en aurait vendu 50 000 exemplaires à $50 pièce dès la première semaine. Le film est sorti juste avant son émission de télé-réalité, The Simple Life. Je ne suis pas sûr que les gens auraient suivi l'émission s'il n'y avait pas eu le film. Avant le film, Paris n'était pas populaire. Rick regrette simplement que l'incident ait eu lieu. Certains diront que Rick Salomon est un brillant homme d'affaires, mais parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Mais pour moi, il n'est qu'un mauvais petit copain. On m'a dit il y a longtemps, peu importe ce qu'on fait tant que ce n'est pas enregistré. Mais il l'a fait. Pas en profiter. C'est le mec, m'as-tu vu? C'est le mec qui n'a aucun scrupule à profiter de sa nouvelle célébrité. Comme le producteur de Britney Spears, J.R. Rotem, il fréquente brièvement la princesse de la pop en 2006 et réussit à faire parler de lui à coups de commentaires indélicats dans un magazine.
Rotem fait des blagues salaces sur les positions sexuelles qu'il aurait expérimentées avec Britney, mais se ravive plus tard en affirmant « Nous sommes sortis ensemble pendant 2 semaines, mais avons décidé que nos carrières respectives souffriraient d'une relation romantique. » La pauvre Britney ne sait pas vers qui se tourner. Se tourner vers le mannequin Isaac Cohen n'est pas la meilleure idée. Mais il aide Britney à se remettre de Kevin Federline. Après la rupture, Isaac Cohen reste d'actualité en révélant les détails intimes sur leur relation et l'état émotionnel de Britney. C'est encore un autre copain de Britney qui rejoint notre liste des mecs m'as-tu vu, le paparazzo Adnan Galib. Britney! Quand Adnan a vu Britney pour la première fois, son rythme cardiaque s'est accéléré et des dollars ont clignoté dans ses yeux. Le paparazzo britannique de 35 ans suit les moindres faits et gestes de Britney, 24 heures sur 24. Oh, elle est sexy. Adnan est très ambitieux. Il veut réussir sa carrière et être le meilleur. C'est tout ce qu'il souhaite. Il parlait toujours des gens qu'il avait suivis, des soirées où il était allé et de qui il avait rencontré. Tirer le portrait d'une star peut rimer avec dollars. Il m'a confié que les photos qu'il prenait valaient entre 2 000 et 4 000 dollars. Il voulait gagner les 100 000 dollars, s'installer en Italie et faire des bébés. Pour obtenir la photo parfaite de Britney, Adnan doit d'abord attirer son attention. Adnan était beaucoup plus agressif et audacieux que les autres, mais c'était sa façon à lui de flirter. Au début, elle le détestait. Elle lui disait de la laisser tranquille. Elle ne l'aimait vraiment pas. Ça va changer. C'en est arrivé au point où il posait son appareil et manquait sa photo juste pour être près d'elle. Il a ainsi réussi à s'approcher d'elle. Il a tellement insisté qu'elle a fini par répondre à ses sollicitations. Le 20 décembre 2007, Britney fait appel à Adnan. Lors d'une course-poursuite effrénée avec des paparazzis, Britney descend de voiture pour monter dans celle d'Adnan. Certains paparazzis la pourchassaient. Alors il a mis les gaz et l'a sortie de là. Elle se sentait en sécurité avec lui. Quelques jours plus tard, suite à une autre altercation avec la presse, Britney saute à nouveau dans la voiture d'Adnan. Dans la soirée, Britney et Adnan descendent dans un hôtel de Beverly Hills. Adnan en ressort au bout de quelques heures. Une semaine plus tard, le couple est vu dans un hôtel de Palm Springs. Britney a fini par céder et s'est mise à le fréquenter. Les ex-copines d'Adnan sont choquées en apprenant la nouvelle. C'est quand il est allé à l'hôtel avec Britney que j'ai pensé, c'est quoi ce cirque? Je l'ai découvert comme tout le monde. Il est allé dans un hôtel avec Britney et en est ressorti quelques heures plus tard, fumant une cigarette. Mes amis m'ont dit, t'as vu les news? Adnan et Britney étaient dans un hôtel de Palm Springs. Ça m'a donné envie de vomir. Elle n'est pas la seule. La femme d'Adnan, Aislinn Berry, prend mal la nouvelle. Quelques semaines après l'événement, elle demande le divorce. Début 2008, Britney et Adnan passent de plus en plus de temps ensemble. Adnan et Britney formaient un couple. Nous lui avons parlé, ainsi qu'à des amis, et nous savons qu'ils étaient liés. Face à cette relation, les photographes en redemandent et poursuivent le couple. Un célèbre cliché montre Adnan et Britney en train d'acheter un test de grossesse en pleine nuit. L'agence responsable de cette photo n'est autre que l'agence d'Adnan, Final Pics. Je pense qu'Adnan a pris des photos de Britney et s'est arrangé pour obtenir ces clichés exclusifs. Il tenait un énorme scoop. Le public commence à s'interroger sur les vraies motivations d'Adnan. Lors d'une interview télévisée, Adnan nie être avec Britney pour faire de bonnes photos et les revendre. Il dit « Non, jamais, et je pense que les gens les comprendront un jour ». Il m'a finalement avoué fin janvier, quand Britney a été hospitalisée, qu'il était amoureux d'elle et qu'elle était sa copine. Alors je l'ai cru. Pendant tout le mois de mars 2008, le couple est ensemble par intermittence. À sa décharge, il a su être discret. Il est resté à ses côtés et l'a protégé. Mais au jour d'aujourd'hui, il est de nouveau paparazzo. L'amour, ça fait mal, mais l'autodestructeur se blesse lui-même et donc ceux qu'il aime.
Il y a des hommes qui dépassent les bornes. Ce sont les autodestructeurs. Aujourd'hui, heureux et marié, Charlie Sheen est une star du petit écran. Mais il fut un temps où on le surnommait la machine pour son amour de la drogue, de l'alcool et des femmes. Charlie Sheen a déjà avoué avoir eu tendance à l'autodestruction. Ses frasques avec les stars du porno Ginger Lynn Allen et Britney Ashland lui ont causé quelques déboires. Robert Downey Jr. incarne lui aussi l'autodestruction. Le héros d'Iron Man est peut-être clean, sobre et marié, mais il a admis par le passé que son addiction à l'alcool et à la drogue avait causé en 1991 la fin de sa relation de 7 ans avec Sarah Jessica Parker. Vivre avec un drogué, ce n'est pas vivre avec un homme qui a un problème, c'est vivre avec la dépendance. Mais quand il s'agit d'autodestruction, la palme revient au bad boy britannique Pete Doherty. L'ennui avec les autodestructeurs, c'est qu'ils vous détruisent aussi. Personne ne le sait mieux que Kate Moss. Pete Doherty est vraiment l'emblème du mec drogué. Le rocker débarque sur la scène londonienne à la fin des années 90. Fans et critiques adorent ses chansons chargées d'angoisse. Peter faisait partie des Libertines, qui étaient au début des années 2000 le groupe le plus chaud de Grande-Bretagne. Leurs concerts étaient déjantés, ils étaient délirants. Le génie de Pete Doherty est évident, mais ses démons le sont encore plus. Pete Doherty a été jugé pour possession de plusieurs drogues, dont de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana. En 2003, la vie décousue de Pete Doherty commence à nuire à sa carrière. Les Libertines se sont séparés. Il était tellement défoncé qu'il est entré par effraction dans l'appartement de ses potes et leur a tout volé avant d'aller en prison. En 2005, Pete joue avec les Baby Shambles et fait des séjours fréquents en désintox et en prison. C'est aussi en 2005 qu'il rencontre Kate Moss qui fête ses 31 ans. Il a foncé droit vers elle et lui a dit que la deuxième chanson de l'album des Libertines, What Katie Did, avait été écrite pour elle. C'était faux, mais quel beau mensonge! Ça voulait tout dire de sa personnalité. Mais bon, elle a craqué et quelques jours plus tard, il était invité à son manoir près d'Oxford. Le couple est instantanément adopté par les paparazzis britanniques. On les voyait tout le temps ensemble. Ils ne se quittaient jamais. On disait qu'il avait attiré Kate dans le caniveau, tandis qu'elle avait attiré Pete dans son château. C'était vrai. Très vite, les problèmes de Pete déteignent sur Kate. La relation faisait partie de l'addiction. Je crois qu'ils sont accros l'un à l'autre. La presse est accro au couple et se délecte de ses tribulations quotidiennes. Puis vient la vidéo qui fera le tour du monde. C'était vraiment triste de la voir aspirer dans ce tourbillon. On se disait, allez Kate, reprends-toi. En septembre 2005, Kate rend visite à Pete dans son studio d'enregistrement à Londres. Une caméra cachée surprend la top modèle, apparemment en train de sniffer une poudre blanche. Des photos extraites de la vidéo font la couverture du Daily Mirror. Bien qu'aucune poursuite ne soit engagée, la carrière de Kate en prend un coup quand ses contrats lucratifs avec H&M, Chanel et Burberry sont suspendus. Ces deux derniers la reprendront. Elle voulait jouer les rebelles, mais quand on fait ça, on se brûle les ailes. Kate présente des excuses publiques, mais n'admettra jamais s'être droguée. Elle passe les mois suivants dans un centre de désintoxication en Arizona. Je l'aimerai toujours, mais si j'ai un quelconque rapport avec l'héroïne ou le crack, je ne peux pas faire partie de sa vie. C'est aussi simple que ça. Hélas, Kate n'en finit pas avec Pete. Peu après sa cure, la relation reprend. Kate Moss pensait peut-être que l'amour de Pete pour elle pourrait le sauver de lui-même. En avril 2007, Pete annonce ses fiançailles avec Kate lors d'un concert à Londres. Kate dit oui, mais il semblerait que ce ne soit pas fait pour durer. À peine 3 mois plus tard, le couple se sépare pour de bon. J'ai failli perdre un œil quand elle m'a jeté la bague à la figure. Mais je l'ai gardée dans une petite boîte au cas où je recroiserai Kate un jour. Si j'ai pas une pipe à crack dans ma veste. En vérité, c'est une gentille fille qui a rencontré un bad boy. Parce que Pete Doherty ne rigolait pas. Il était sérieux et ça a été le chaos.
Kate a peut-être le cœur brisé, mais sa carrière rebondit. Pendant ce temps, Pete fait 29 jours de prison pour violation de liberté surveillée en 2008 et pour une série de délits liés à la drogue et à la conduite. En septembre, pourtant, 70 000 fans viennent voir les Baby Shambles réunis à Paris. C'est un des artistes les plus doués de sa génération. Soit il finira comme Axl Rose et ressortira un album dans 13 ou 14 ans, soit on le retrouvera mort d'une overdose. Les bad boys peuvent changer, mais seulement s'ils en ont envie. Aucune femme, aucune relation ne peut changer un bad boy s'il ne le veut pas. Nous avons vu des playboys